parler de modélisation, de comment on essaie de modéliser et de ce qui nous intéresse. Donc Amélie, Max et Patrice ont déjà pas mal discuté de certaines choses que je vais rappeler. Et ça va beaucoup tourner autour du petit dessin que vous avez déjà vu plusieurs fois aujourd'hui. Mais je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail et d'expliquer ce qu'on veut faire et ce qu'on aimerait faire par la suite. Donc, je vais présenter rapidement ce qu'on veut faire. Il y a quelques résultats qu'on a, les applications en sécurité alimentaire et une discussion sur les projets à faire. Donc, ce modèle-là, je l'avais déjà vu tout à l'heure. Alors, je ne sais pas s'il y a un tableau, donc je vais en profiter pour le dessiner. Donc, ce qu'on veut faire, nous, donc, on se donne un contaminant, on en ment un, et ce qu'on essaie de voir, c'est comment évolue ce contaminant en fonction du temps dans le corps. Donc, ici, j'ai le temps, et là, j'ai la quantité de contaminant. Okay. Le contaminant. Alors, on part d'une dose initiale U, donc à un instant T0. Et c'est ce que Patrice a présenté tout à l'heure lors de son introduction. Donc, c'est marrant parce que, du coup, je vais vous parler d'indicateurs de risque. Ce qu'on veut, c'est de maîtriser le risque, et un des moyens de le faire, c'est d'avoir des indicateurs. Et tout le vocabulaire que j'utilise, il vient des modèles d'assurance. Donc, Patrice nous a présenté ce premier modèle d'assurance tout à l'heure. Donc, ici, c'est la même chose. On regarde le temps, on peut regarder la quantité de contaminants de corps, on regarde le montant, les réserves de la compagnie d'assurance. Donc on se met toujours à un instant T0, et puis à chaque fois vous payez votre assurance. Donc l'assureur reçoit de l'argent, et à un instant aléatoire, vous sortez de l'IHP, vous tapez une autre voiture, pouf, elle doit rembourser le sinistre. Okay, et en même temps, elle continue de recevoir de l'argent des assurés, etc. etc. Donc, ici, j'ai des instants qui sont aléatoires, T0, T1, T2, etc. Ce sont les instants de sinistre. J'ai des montants qui sont aléatoires. Donc ici, j'ai W3, ici, j'ai W2, et là, j'ai W1. Okay. Et alors, si vous regardez ce dessin avec celui-ci, c'est presque le même. Donc, Patrice, il l'a retourné tout à l'heure. Je ne sais pas comment tu l'as retourné. Voilà. Si vous faites un effet miroir dessus, alors que je ne me trompe pas, donc ça fait un peu la même chose, mais ça fait un truc comme ça. Je l'ai bien dessiné, j'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Ok, bon, c'est à peu près ça. Et la version, on va dire, risque alimentaire du modèle d'assurance basique, donc travers le modèle, c'est le début du XXe siècle, hein, c'est assez vieux, ce serait ça. Alors, c'est quoi la différence entre ce modèle-là et celui-ci? C'est juste l'élimination qui n'est pas la même. Donc, nous, on considère une élimination qui est exponentielle, on veut avoir une élimination qui est linéaire. D'accord. Donc, j'ai la quantité de contaminants, par exemple, nous, on prend souvent du méthylmercure, puis donc j'élimine ce contaminant de façon exponentielle. À un instant aléatoire T1, par exemple ce midi, je vais manger des petites crevettes. Donc je vais me recontaminer, puis je vais éliminer, etc. Alors, Patrice a évoqué le mot ruine. Ruine, c'est quoi la ruine? Donc ça vient de l'assurance. Hein. C'est quand tes réserves elles descendent en dessous de zéro. Pourquoi? Parce que tu n'as plus d'argent, ils vont terminer. Donc on appelle ça une ruine. Donc en fait, le danger pour une compagnie d'assurance, c'est de se retrouver avec des réserves négatives. Nous, le danger, c'est quoi? Ça va être de dépasser un seuil. Donc ça a déjà été un petit peu discuté ce matin, que je vais appeler en le moment S, à partir duquel je considère que la toxicité, elle est dangereuse. D'accord. Donc juste je fixe les notations. Donc, l'été, c'est les instants de survenance. Donc le sinistre ici, c'est manger un produit qui est contaminé. Mes W, ce sont les montants, donc la quantité de contaminants que j'ai à gérer. Et puis ici, à chaque fois, j'ai les delta T. Donc delta pour l'intervalle, delta T1, delta T2, delta T3, etc. Ce sont ce qu'on appelle les interarrivées, c'est-à-dire la durée entre
de contamination. Ta montée, elle pourrait être aussi en forme de courbe, non? Ouais, je vais y venir juste après, tout à fait. Bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on a dessiné ce modèle-là? Alors, je vais regarder le processus. Donc c'est un processus. Il s'appelle KDEM pour Kinetic Diagram Exposure Model. Donc ça veut dire modèle d'exposition dynamique au risque alimentaire dynamique. Donc dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde en fonction du temps. Donc tout à l'heure, Amélie avait un petit dessin. Enfin, si je il y a deux façons de voir la modélisation. Soit on raisonne d'un point de vue statique, soit on raisonne d'un point de vue dynamique. Donc imagine que tu as P, tu vas piocher ce midi dans le buffet, et tu manges grand P. Donc tu manges grand P aliments, et chaque aliment est contaminé, donc tu en manges à chaque fois dans des quantités Q1, QP. Et il a un taux de contamination qu'on note, bon, je n'ai pas les notations qui ont été utilisées aujourd'hui, mais peu importe. Qu'est-ce qui se passe? En gros, je mange chaque produit contaminé par quantité Q1, Q2, QP, et il a une contamination, un taux, une teneur de contaminants, K1, Kb, etc. Donc à la fin de mon exposition, c'est quoi? C'est juste le produit scalaire entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Je somme tout ce que chaque quantité, QI par exemple, avec sa teneur, 4. Ok? Ça priori l'état de ma contamination. Et puis je peux très bien me dire, bon je vais comparer ça par rapport à des doses que les toxicologues donnent, comme Max. Ah non, Max n'est pas toxicologue. Par exemple, donc des PTWI, ça veut dire tolérabilité. Donc c'est des doses tolérables par semaine. Ok? Bon, peu importe, en tout cas, on a des doses de référence par rapport auxquelles on peut se comparer. Donc ça, je vais appeler cette approche statique. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas de temps. Donc ça a du sens si tu considères que l'élimination du contaminant elle peut être très rapide. Mais si elle est un peu plus lente, tu as des phénomènes d'accumulation qu'il faut prendre en compte. Vous voyez qu'ici, je ne redescends pas à 0 avant de remonter. Donc tu as plusieurs phénomènes dynamiques qui ont lieu, et l'objectif de tous ces modèles dynamiques, c'est de prendre justement en compte l'effet du temps et les phénomènes d'accumulation de la contamination. Donc on va regarder ce processus-là, on va le regarder dans tous les sens, en long, en large, en travers, on va essayer de le généraliser, on va le discuter, et on va l'approcher de deux façons différentes. On va l'approcher par ce que j'ai appelé ici SM. Donc ça a déjà été présenté, Amélie l'a présenté tout à l'heure. Alors, donc c'est ce qu'on appelle la chaîne immergée du processus, SM+1, c'est quoi? Ce processus-là, je peux le regarder à temps continu, comme ça, comme je le trace tableau de la craie, et puis je peux le regarder sur ce qu'on appelle la chaîne immergée du processus. Donc c'est une chaîne, c'est quelque chose en temps discret. Ok? C'est des petits points violets que je fais ici. Quel est l'intérêt de regarder ce processus sur les petits points violets, là, et pas le processus à temps continu? En fait, si tu regardes à chaque fois, que ce soit sur ce modèle ici, le modèle que j'ai dessiné avant, ou le modèle KDEM, toi tu t'intéresses à des maxima ou des minima, si tu es en assurance. Nous on s'intéresse à des maxima, et ces maxima, ils ont lieu nécessairement sur les instants de saut du processus. Okay? Pourquoi? Parce que je saute, puis après j'ai. Donc en fait, si tu veux regarder des dépassements de seuil, des maxima, des choses qui sont dangereuses, elles vont nécessairement survenir sur ces instants de saut, T1, T2, T3, etc. Donc quelque part, si tu arrives à comprendre ce qui se passe sur la chaîne immergée, je ne l'ai pas écrite, donc SM+1, et moi je ne l'ai pas écrite, parce que je vais vous expliquer juste comment on la trouve comme ça avec les mains. Si tu arrives à comprendre ce processus à temps discret, tu lui expliques en partie ce que tu essaies de comprendre à temps continu. Donc, ce processus, il est vachement bien parce qu'il est
facile, entre guillemets. Si je veux savoir où est-ce que je suis ici, ben, c'est facile. C'est la quantité que j'avais à ce moment-là, moins ce que j'ai retiré, plus ce que j'ai repris à l'instant saut en question. Okay, donc, en Sn plus 1, je suis en Sn, fois, j'ai perdu quoi? J'ai perdu l'exponentielle de moins, donc le petit oméga, j'ai mis oméga. Le petit oméga, c'est un paramètre d'élimination sur lequel je vais discuter. Ma durée, ok, je pars de là, j'élimine l'exponentielle de moins oméga t, et je ressaute, plus Wn plus 1. Donc ça, c'est la première façon de traiter le problème dans cet aspect modélisation, on va dire. L'idée, c'est de se dire, bon, bah, voilà, je peux peut-être ne regarder que ce processus-là. Bon, on verra que, pour le moment, on peut apporter presque toute l'information, mais pas complètement. Donc ça, c'est la chaîne énergie du processus. Alors, je vais le mettre dans un cadre spécifique qui a déjà été discuté. Je vais le rediscuter, je vais le présenter un peu plus en détail. Donc, ce qu'on appelle les claims. Donc, les claims, ce sont des sinistres. Donc, les sinistres, c'est qui? C'est W1, W2, W3. Je suppose pour le moment qu'ils sont guidés, donc indépendants de la loi. Et RV-alpha. RV-alpha, c'est-à-dire apparition régulière d'indices alpha, et je vais en discuter juste après. Les indépendants, donc les delta T, eux, je les prends ici guidés. Et ils génèrent ce qu'on appelle les instances, les cake instants. Comment? Les DI, c'est les sommes des delta TK jusque. D'accord. Donc là, je reviens dans un cadre le plus simple possible. C'est déjà assez complexe dans un cadre simple. C'est pour ça que je prends des sinistres qui sont guidés, c'est pour ça que je prends des interalignés qui sont guidés. Et le paramètre d'élimination, oméga, donc qui est pour le moment que je peux fixer à un truc tout type, par exemple, log de 2 sur 2010. Donc la 2010, c'est le temps nécessaire pour que la moitié du contaminant soit éliminé. D'accord. Par la suite, on verra comment généraliser ce paramètre d'élimination. Donc, c'est petit oméga qui est là, petit W. Plus W est grand, plus tu vas éliminer vite, tu auras prendre sur ton exponentiel. Ok. Si je me mets maintenant entre deux instants de saut, entre Tn et Tn plus 1, en fait, ce processus-là, par les mêmes raisonnements que j'ai présentés tout à l'heure, le processus à temps continu maintenant, donc S indicé par petit t, c'est qui? Si je me mets entre ces deux instants-là, bah c'est le processus sur l'instant de saut qui précède, moins ce que j'ai éliminé. Et j'ai éliminé quoi? J'ai éliminé l'exponentielle de moins oméga. Et là, si je me fixe un t, ici je regarde l'instant t, c'est quoi cette contamination-là? C'est celle-ci, moins ce que j'ai éliminé. J'ai éliminé quoi? Exponentielle de moins oméga, l'écart entre les deux, t moins t2, t moins t1. Okay. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc ce processus à temps continu, tu peux écrire comme Sn, E de moins oméga, t moins t1. Et là, j'ai une description du processus, ce coup-ci, à temps continu. Donc j'ai un processus que je peux voir à temps continu ou à temps discret, et en fait, on va voir que selon comment tu regardes, bah, c'est plus ou moins facile de répondre à certaines questions. Donc, à temps continu, on l'appelle K2M, c'était Continuous Time Process. Et puis, donc juste pour discuter un peu sur cette version simplifiée, enfin, de base, on va dire, sur laquelle on parle. Donc, c'est un processus qui est très sympa, il est PDMP, c'est un visual déterministique macro process. C'est un processus qui est déterministe par morceau et qui est markovien. Donc, markovien, on adore. Déterministe par morceau, pourquoi? Parce que si tu te mets entre deux instants de saut, c'est exactement ce qui se passe. Si je me mets ici, ben, je sais exactement caractériser et évaluer le processus à partir du moment où j'ai cette information-là. C'est juste ce que j'ai éliminé fois la durée. L'élimination est exponentielle, donc c'est ce qu'on appelle une vitesse linéaire. Amélie tout à l'heure a parlé des équations différentielles qui dirigeaient cette élimination. Donc là, j'ai une vitesse linéaire, c'est une expansion, une élimination exponentielle. Et on peut le voir aussi comme un NPP. Un NPP, c'est un marked point process, c'est-à-dire un processus ponctuel marqué. Bon, il y a plein de façons de voir ce processus-là. En tout cas, il est sage, il se comporte bien, et on va regarder ce qu'on peut en dire dessus. Alors, j'ai Max m'a mâché le travail tout à l'heure.
Ouais, je sais plus. Bon, en tout cas, je me mets dans un cadre spécifique où je considère que mes sinistres, W1, W2, W3, donc ici on se relève tout aléatoire. Delta, c'est aléatoire, donc mes instants de sinistres sont aléatoires, les W sont aléatoires, tout aléatoire. C'est pour ça qu'on fait des probas. Et généralement, il faut se donner une famille de lois sur notre modèle. Et nous, on prend donc, ce qu'on appelle des distributions à variation régulière, qui est un cadre particulier des distributions à queue lourde. C'est quoi? C'est ce que j'écris. Donc, on dit qu'on a une variation régulière d'indice alpha si j'ai cette propriété-là. Je te dis en gros que tu as une décroissance polynomiale de ta queue de distribution. Alors, je vous ai mis le petit dessin à gauche. Le petit dessin à gauche, qu'est-ce que tu vois? Tu vois plusieurs lois, et puis tu vois les queues de distribution. Donc nous, on se met à droite. Pourquoi? Parce que ce qui va nous intéresser, bon, ça a déjà été expliqué tout à l'heure, mais donc on s'intéresse aux queues de distribution. Ce qui vont t'intéresser, c'est les grandes valeurs qui peuvent être prises par la valeur aléatoire. Donc, bon là, je vais présenter plusieurs. Il y en a une qui joue un rôle crucial, c'est la verte. La verte, c'est la loi exponentielle. Pourquoi? Parce qu'elle va te dire si tu es avec les mains, à queue légère ou à queue lourde. Donc, à queue légère ou à queue lourde, ça veut dire quoi? C'est quelle est, quand je me mets sur des x loin, l'épaisseur de la queue de distribution. Ça donne quoi comme information? Ça te donne la probabilité que tu prennes une grande valeur. Si j'ai de la masse, bah, je vais, avec une probabilité non négligeable, souvent prendre des grandes valeurs. Si j'ai très peu de masse, c'est pas grave. Autrement dit, alors là, par exemple, donc, pourquoi la verte? Parce qu'elle distingue cas distribution à queue légère de distribution à queue lourde. Si je prends la bleue, donc la bleue elle est confondue, donc c'est une gaussienne. Une gaussienne c'est une décroissance en E de moins x2. Donc c'est une décroissance qui est exponentielle très rapidement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je me mets en 10, bah là il n'y a jamais de 10 qui vont tomber si je secoue une loi normale ou exponentielle. Tu peux la secouer autant de fois que tu veux, tu n'auras quasiment jamais 10. Alors que si tu prends la log normale, okay, qui est une distribution à queue lourde, alors c'est pas le même cadre de travail que le mien, mais tu vois que tu as encore de la masse. Okay. Il y a plusieurs. Donc, c'est une décroissance qui est polynomiale. Un polynôme, ça décroît toujours moins vite qu'une exponentielle. Okay. Il y a plusieurs raisons pour prendre ça. Un, on l'observe. On a vu plein de petits graphiques tout à l'heure avec des 600, 800 là en rose. Ça allait super loin. On ne fait pas ça juste pour des raisons mathématiques. Ce qu'on fait exactement, c'est qu'on observe que c'est distribué comme ça. Tu as un principe de précaution qui, de toute façon, t'invite à ne pas oublier si jamais tu as des événements rares, donc ça saute fort un grand coup. Et les probabilités mathématiques. Donc à la j'ai mis un petit dessin. Bon, alors il y a plein de types de distributions à queue lourde, à queue longue, sous-exponentielle. Enfin, c'est tout un truc. Nous, on est dans le petit truc rose là, où j'ai marqué par la queue. Okay. Donc c'est un cas spécifique, mais en théorie des valeurs extrêmes, c'est un hyper classique. Si tu as joué théorie des valeurs extrêmes, tu te dis c'est quoi ce truc? Si c'est le cadre standard, on va dire, dans les extrêmes. Alors c'est assez dingue, si tu n'as jamais vu, c'est pas un cadre qui s'oppose au cadre gaussien, ok, mais c'est un peu la version. Ça s'y oppose pas. En fait, on aime bien utiliser des lois gaussiennes. Pourquoi? Parce qu'on sait faire des trucs avec les lois gaussiennes. Dans le cas non extrême, et dans le cas extrême, on aime bien faire de la Pareto et de la variation lumière, c'est vachement sympa. Il y a deux propriétés qui sont assez dingues, on n'a jamais vu ça. En gros, si je regarde la queue de distribution d'un produit W par Y, c'est la queue de la distribution, c'est équivalent pour des grands seuils, quand c'est grand, à la queue de la distribution la plus lourde. Bon, j'ai mis des hypothèses au-dessus. Si j'ai un moment supérieur sur Y à alpha, mon W, c'est ma relateur qui a la variation linéaire de S alpha. Si Y est à queue un petit peu plus légère, c'est ce que je demande quand je demande des moments d'ordre alpha plus epsilon fini. En gros, une distribution à variation linéaire d'indice alpha, ça veut dire que tu as tous les moments jusqu'à alpha et après ça saute. Okay, donc, je vais demander un peu plus. Alors, j'ai cette propriété qui est complètement dingue. La queue de distribution du produit, c'est quoi? C'est équivalent à le moment d'ordre alpha de Y fois la queue de distribution de mon variatoire variation.
Donc un truc qui est encore plus dingue, c'est que, donc ça, c'est un cadre vraiment rare, si tu écris ça sur tes cours en L1 et L2 de maths, tu dis des trucs comme ça, ton prof arrachera ta copie. Mais dans ce cadre-là, la probabilité du max, c'est la probabilité de la somme, et si je suis une D, c'est la somme des probas. Donc pareil, c'est super surprenant. C'est assez contre-intuitif, c'est ce qu'on appelle le One Big Jump Principle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si le max dépasse un seuil, ou si la somme dépasse, c'est parce qu'il y a un gars qui a dépassé. Ok, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire quelque part que si tu sautes au-delà de ce petit seuil S, c'est probablement pas parce que tu as accumulé, c'est probablement parce qu'à un moment, tu as eu un énorme sinistre, donc tu as fait une orgie de poisson à la cantine, et tu es passé au-dessus de ce seuil. D'accord? Donc, on l'observe, et puis on est quand même content parce que ça va vachement faciliter les calculs. Bon, alors, donc j'ai un modèle, j'ai posé un modèle, et maintenant la question c'est qu'est-ce que je veux faire avec ce modèle? Donc ça c'était l'aspect modélisation. Qu'est-ce que je veux faire avec ce modèle? Ben moi je veux comprendre son comportement extrême. Et quel est l'objectif final? C'est de répondre à des questions de sécurité alimentaire pertinentes. En particulier, est-ce que je dépasse ce seuil? Si je dépasse ce seuil, combien de temps je dépasse? Est-ce que je reste loin, je m'éloigne fortement de ce seuil, etc. etc. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question? On va essayer de développer des indicateurs de risque qui seront en fait essentiellement les mêmes qu'en assurance. Donc je vais en présenter 4. Donc le premier c'est l'expected severity. Alors il s'appelle expected severity, si tu regardes les premières lettres de chaque mot, ça fait ES. Et ça tombe bien parce qu'en assurance ça s'appelle expected shortfall. C'est quoi? C'est E de la partie positive de ST-X, c'est-à-dire quoi? C'est la moyenne des excès. Donc en gros, c'est quand je dépasse le seuil, de combien je dépasse? Est-ce que je le dépasse comme ça? Est-ce que je le dépasse comme ça? Enfin, ça, je ne peux pas faire ça là. Est-ce que je le dépasse comme ça? Etc. etc. Ok, je regarde en moyenne, X est mon seuil, mon processus, ST-X c'est la distance entre mon processus et le seuil, de combien je le dépasse là. L'intégrative, je fais la même chose, mais au lieu de regarder en moyenne de combien je dépasse, je vais intégrer sur le temps. Donc j'intègre de 0 à grand T pour l'expected severity. Le top, average time, je choisis soit average ou expected, bon, ça ne change pas grand chose. C'est quoi? C'est le temps moyen de passer au-dessus du seuil. C'est aussi une information importante. En fait, ça te dit dans quelle mesure tu t'en écartes, et le tot, ça te dit, mais tu restes combien de temps sur ton seuil. Ok? Et le dernier, qui est la probabilité de ruine, c'est le truc phare, on va dire, en assurance. Donc, habituellement, c'est la probabilité que je ne sois trop en dessous de 0. Ici, c'est que le max est dépassé mon seuil. Donc, la probabilité que sur une fenêtre de temps de 0 grand T, c'est à peu près le circuit qui sera fixé ici. Alors, 1 an, 2 ans, 10 ans, une vie. Quelle est la probabilité que le max de ce processus, il est dépassé ça. Si tu regardes un peu ces indicateurs droit dans les yeux, tu te rendras compte qu'ils sont assez complémentaires et qui t'offrent un bon panorama du risque. La probabilité de ruine, en fait, elle ne te dit pas grand-chose, elle te dit que tu as dépassé. Mais si tu as fait ça, et puis tu n'es jamais remonté au-dessus, tu vas probablement pas mourir. Donc, en fait, chaque indicateur va te donner une information sur la sévérité, le temps, et l'idée, c'est de comprendre à la fin, d'avoir une vue un peu plus globale du risque auquel tu es exposé. Alors après, assez miraculeux, c'est qu'à chaque fois, ça dépend que de la queue de distribution, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais comment se comporte la queue de distribution, tu es en mesure de donner des équivalents. Donc on va toujours donner des équivalents. C'est-à-dire quoi donner des équivalents? C'est-à-dire que je vais regarder quand X est grand et je vais dire que c'est à peu près ça. Donc, si vous c'est caractériser cette queue de distribution, ça, j'avais fait ça parce que je ne savais pas s'il y avait un tableau. Alors, comment on va faire pour faire ça? On va regarder le processus encore différemment. En fait, ce processus-là, si je considère que je pars à 0, bon, c'est pas très grave, donc je peux l'écrire, une lettre KDM, comme un processus qu'on appelle un processus short-life.
C'est-à-dire que mon processus en continu, S de T, je peux le écrire comme la somme. Je somme quoi? Je somme tous mes sinistres, okay, avec ce que j'ai perdu, et je somme de où à où, bah, du premier, bon ici je suis parti à 0, et je m'arrête à N de T. N de T c'est un processus de renouvellement, donc N de T c'est quoi? Ça va être le nombre de sinistres qui ont lieu jusqu'au temps T. De façon générale, ce qu'on appelle un processus de renouvellement, c'est-à-dire que je considère, en gros, tu sommes. Donc, chaque TI est défini comme la somme pour J plus petit que I des delta TJ. Qu'est-ce que je fais? Je somme mes interarrivées jusqu'à quel temps I, ça c'est TI. Et N de T, il va te dire quoi? Il va te dire, tu en as eu combien jusqu'au temps T. Si tu prends des delta TI ID, c'est ce qu'on appelle un processus de renouvellement. Okay. Alors pourquoi ça c'est sympa? Bah parce qu'en fait les short noise c'est étudié depuis très longtemps. Et donc tu as toute une littérature que tu peux déjà utiliser pour t'appuyer à étudier ce processus-là. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, bon bah finalement en fait on regarde des short noise, bah, j'ai tout un tas d'outils maths sympas, bah, je vais utiliser à fond ce qu'on sait déjà dessus pour étudier le comportement extrême de mon processus à moi. Et puis on se dit, bah, tant qu'à faire, on va essayer de tordre le modèle un peu dans tous les sens, et au lieu, donc là c'est ce que j'ai montré avant, c'est du delta DM. Hop, je vais écrire au tableau, comme ça je vais la supprimer. Au lieu, donc le modèle de base qui nous intéresse, oui, donc tout à l'heure j'ai vu la référence Verger 2007, moi j'ai donné Berthaille en 2008, c'est parce que c'est le papier où ils l'ont étudié un peu en détail. Donc mon processus à temps continu, il s'écrit comment? Je somme jusque mon nombre de sinistres et je somme qui? Les sinistres moins et mon TI. Donc mon paramètre d'élimination et le temps entre le temps actuel et l'instant sur le. Et donc on se dit, bon bah très bien, est-ce qu'on peut même faire un peu mieux et généraliser à, ça c'est la partie élimination, modélisation entre les sauts, à des modélisations plus générales. Donc en fait j'ai pris quoi? J'ai remplacé ça par le trou en rose, Hi de T moins T. Donc c'est ce qu'on appelle la fonction de chat, ou la fonction de réponse. Elle va faire quoi? Hi, elle va te dire comment est modélisé ton processus entre chaque instant de saut. K de N, c'est l'exponentielle décroissante. Et puis après là on va essayer de voir si on peut regarder d'autres. Bon, alors ça ne sera pas l'acronyme tant que les valeurs toxicologiques de référence, mais j'aurais pas mal d'acronymes comme le RR là. RR, ça veut dire random release, ça veut dire que tu considères que ton paramètre d'élimination il peut être aléatoire. Ok. Voilà, donc on veut étudier ce processus-là et on veut avoir une idée de son comportement. Donc je vais vous présenter quelques résultats. J'ai l'impression que j'ai été extrêmement lent. J'ai juste fait quelle heure peut-être 1005. 20 minutes. Ah oui, ok. Donc voilà le processus qui nous intéresse, et nous ce qu'on veut c'est déterminer la queue de distribution de ce processus-là, c'est-à-dire en réalité que grand S de T soit plus grand que X. Donc j'ai été co-encadré par Patrice et Olivier qui est prof à Jussup. Donc bon là c'est quelques résultats que je vous présente qu'on a eu. Bon, les résultats, ce qu'il faut voir, donc c'est quel type de résultat on peut obtenir. Bah, c'est typiquement ce genre-là. Donc j'ai la queue de distribution. Qu'est-ce qu'il dit ce résultat? Si je me mets en terme où mes HJ, mes fonctions réponse ici, que je prends plus général par la suite. Donc ce que j'avais écrit en rose, c'était quoi? Je prends le rose. Le processus que je regarde, c'est le cas de la classique. Et le processus plus général que je regarde, c'est HI de T moins T. Donc si je regarde des HI qui sont ID et que je me mets en cas poisson, le cas poisson, c'est qui? C'est quand le processus de renouvellement, ici, où les instants d'arrivée, c'est le cas le plus simple, hein, ça c'est des exponentielles. Donc je vais avoir un processus de poisson qui va générer mes instants de saut. C'est le cas qu'on aime le mieux. Lambda, c'est la mesure d'intensité, en français, je peux m'en dire
instantanée. M de T, c'est la mesure intégrée de lambda, mesure cumulée. Bon, en français, je ne sais pas comment on dit. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quoi? On a un résultat qui ressemble un peu à Bayman, que je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai quoi? J'ai la probabilité que ST s'apprend en X, donc la distribution. Ça vaut quoi si je vais passer au numérateur, enfin en haut, ce que j'avais en bas à gauche là? F bar de W, donc F bar c'est la fonction de survie, c'est 1 moins la fonction de répartition. Bah, finalement, cette distribution de mon processus, c'est qui? C'est la fonction de survie de mes sinistres, F bar de W, fois des trucs qui sont déterministes. Et en particulier, je reconnais là le E de H0 puissance alpha, qui fait un peu le lien avec le E de Y puissance alpha que j'avais tout à l'heure dans Riemann d'origine. C'est un résultat qui est explicite. Bon là il ne paraît pas explicite parce que tu ne te donnes pas des lambda, des n, des alpha, etc. Mais c'est un résultat qui est explicite et qui est valable à peu près pour tout H sous les conditions normales. Et puis tu as la même chose avec la probabilité d'Irwin. Donc j'ai des équivalents, c'est-à-dire j'ai des limites quantiques temps vers l'infini de la probabilité d'Irwin. Donc là on en demande un peu plus, on demande que la fonction de réponse soit décroissante. Bon, mais peu importe. Donc voilà le type de résultat auquel on a eu accès et ils nous permettent de faire quoi? Ils nous permettent par exemple, si je regarde le KDM RR, donc le KDM RR, c'est celui où je prends des KDM RR. Donc c'est le modèle KDM normal. En random unit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes W sont aléatoires. Donc c'est des petits W. J'ai un petit dessin après pour vous montrer qu'il y a peut-être l'intérêt de faire ça. Si je prends N à un processus de Poisson homogène, j'ai des équivalents sur chacun des indicateurs. Donc là j'en ai pris que 3. Okay. La distribution du processus, la probabilité d'Irwin et le temps moyen passé au-dessus d'un seuil. Qui dépendent à chaque fois, donc par exemple les cotes, tu vois que ça dépend de oméga, donc oméga ici c'est aléatoire, c'est le paramètre qui va driver l'élimination. Évidemment on retrouve le alpha essentiellement, donc le alpha c'est l'indice de variation régulière. C'est le 1 sur gamma que Max a présenté tout à l'heure, donc c'est dans l'autre sens, c'est un peu le bazar. Moi plus alpha est petit, plus mes distributions sont à queue longue, c'est pour faire le gamma. Voilà, donc on arrive à la caractériser et à avoir des équivalents pour chacun des indicateurs de risque. Donc c'est des équivalents, c'est quantique, c'est quantique. Alors, il y a un dernier truc qu'on aime bien regarder quand on fait des extrêmes et qui jusqu'alors n'était pas trop pris en compte, c'est la structure de dépendance de mon modèle. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Les extrêmes, on sait que quand tu es en cas d'idée, ils arrivent de façon isolée, c'est-à-dire j'en ai un, puis après un autre, sur un moment incertain dans l'avenir, j'en aurai un autre, etc. Quand tu n'es pas dans le cas idée, ce qui se passe, malheureusement, c'est que donc, quand tu es dans le cas idée, tu regardes ton processus, tu as un seuil, ok, S, voilà, et hop, ça saute. Puis après, voilà, puis un autre jour, ça va sauter, etc. Ça saute au-dessus. Quand tu es dans le cas dépendant, ce qui se passe malheureusement, c'est que tes extrêmes peuvent arriver par ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des groupes. C'est-à-dire que j'en ai eu un, et puis là, je vais en avoir plusieurs qui vont suivre avant de redescendre en dessous. Okay. Donc ça, c'est un indicateur important, parce que plus tu vas arriver, plus tes groupes seront longs, plus tu seras exposé à la toxicité longtemps. Donc, l'idée, donc, on va regarder la dépendance, la structure de dépendance. Donc, pour une version stationnarisée du processus, mais bon, ça c'est un détail qui n'est pas très intéressant. Donc, l'indicateur qui s'appelle l'indice extrémal. La remarque est toujours la même. Le max de notre processus, il a lieu sur le chaîne immergé. Okay, le max du processus a lieu sur les instants de son. Donc, là, j'ai l'impression que je présente le processus à temps discret ici. De toute façon, je peux faire une espèce d'analogie. Pourquoi? Parce que si je dépasse sur mon processus à temps continu, c'est que j'ai dépassé sur mon processus à temps discret. C'est ce que j'écris ici. Le max de ST, c'est le même que le max de ST.
Donc on va stationnariser le processus, et là je vais passer ça. Les hypothèses sont en cas exceptionnel, hein. Je considère une version stationnarisée de mon processus d'arrivée des sinistres. J'ai les hypothèses de moment, mais elles ne sont pas très violentes, sur H. Et je suis en mesure d'avoir un équivalent de la queue de distribution de la version stationnarisée de mon processus. Et on va voir dans quelle mesure c'est intéressant et important. Donc ça, c'est la version stationnaire de mon processus. Alors pourquoi on est content avec ça? Donc l'indice extrémal, la définition formelle, c'est ça. Bon, c'est peut-être pas intéressant de passer du temps dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que quand tu es dans code ID, θ, donc c'est le petit θ de l'indice extrémal, que j'ai appelé EI parfois ici, qu'est-ce que ça te dit? Donc ici, tu regardes la limite, quand on a beaucoup, de la distribution du max de théorème aléatoire. Okay. Dans le cas de l'idée, bah, c'est facile, ça fait E de moins θ vaut 1. Dans le cas de clear, c'est qui? C'est quand les clusters ils sont grands, θ vaut 0. Donc θ égale 1 sur le cas idée, θ égale 0, je suis dans le cas dépendant long, avec des grandes structures d'extrême. Et 1 sur θ, en gros, c'est la moyenne, c'est la taille moyenne. Okay. Donc si par exemple tu as θ qui vaut 1,5, ça veut dire que donc, 1 sur θ ça fait 2, ça veut dire que les clusters n'arrivent pas. Okay. Donc plus θ est petit, bah, c'est. Ok, donc pour faire ça, donc on va travailler sur la chaîne immergée et une version stationnarisée de la chaîne immergée, donc c'est ce que je décris ici. J'ai également des hypothèses de moment qui ressemblent au même qui ressemblent à peu près à la même chose que la version continue. Et en fait, on peut utiliser donc, le résultat plus proche de celui que j'ai donné juste avant. Si je regarde donc S0, c'est la version stationnarisée de ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un équivalent de la distribution de S0. Et grâce à ça, je pourrais avoir une formule explicite de l'indice extrémal. Donc l'indice extrémal ici, ça va être quoi? Ça va être l'espérance du max de mes fonctions de réponse, puissance alpha, sur la somme des espérances de mes fonctions de réponse, puissance alpha. Donc là, je suis content. Pourquoi? Parce que j'ai un θ égal, donc j'ai une forme où je vais pouvoir faire des calculs ensuite. Et par exemple, donc je vais vous présenter 3 modèles. J'en ai déjà présenté un, le KDR. Le KDR, c'est le même, mais quand je prends l'élimination, je peux varier en étant aléatoire. Et le dernier, dans les 4. J'ai le delayed KDR, donc qui fait écho à ce que Isabelle disait tout à l'heure. Donc voici le H pour le delayed KDR. Donc au lieu d'avoir, si tu prends KDR, H de T c'est E de moins oméga T. Ici j'ai pas un E de moins oméga T. Les A et les taux sont pas très graves. Ce qui compte c'est le cas. Quand j'ai le KDR, ici j'ai une fonction H de T. Elle n'est pas aléatoire, c'est E de moins oméga T. Si je me mets dans le cas delay de KDM, donc DKDM, DKDEM, j'ai quoi? J'ai un T puissance K, E de moins oméga T. Donc ça pousse la tronche du gamma, ça pousse la tronche d'une exponentielle. Ça sert à quoi de faire ça? Donc c'est un modèle qui vient d'origine. Ça sert à prendre en compte une phase d'assimilation. Ça n'existe pas. On n'a jamais dessiné, enfin, il n'y a aucun prof qui dessine un truc comme ça au tableau. Et puis, d'un point de vue pratique, ça n'existe pas non plus, parce qu'il y a forcément un temps d'assimilation entre je mange et j'atteins le max de la contamination. Donc l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un pic comme ça, on compte une phase d'assimilation. Bon, là, je ne sais pas si c'est très bien dessiné. L'idée, c'est de voir qu'en 80, là, j'ai un saut, bah, ça ne saute pas direct. J'ai une phase d'assimilation avant de descendre. Okay. Voilà, je vais dessiner quelques hachis là pour qu'on se rende compte en fonction de K. Donc noir c'est KDR, et puis plus tu prends K grand, plus tu as une tronche de gamma. Okay, donc K petit, bah, c'est la bleue, je suis à 0,5, K grand, c'est la violette, plus je vais prendre en compte l'assimilation. Je t'ai fait rire la plus. Pour le dernier, je le saute, parce que j'ai plus le temps. Donc voilà KDR, RR, le random analysis.
dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je fais varier mon paramètre d'élimination. L'idée, c'est de se dire que entre deux instances pour des raisons métaboliques ou autres, je ne vais pas éliminer de la même façon, selon si j'ai des interactions entre des nutriments, des contaminants, je suis en forme, je ne suis pas en forme, j'ai dormi, j'ai pas dormi. Donc là, j'ai pris un cas extrême, hein, c'est une simulation, c'est probablement pas aussi erratique que ça, mais voilà, tu peux faire varier ton élimination selon ton paramètre. Et donc on a des formes closes pour presque chacun des cas, hein, le random list, celui d'en dessous, je ne l'ai pas présenté. On a des formes explicites du paramètre θ. Donc, ce que je n'ai pas discuté, c'est comment on estime alpha, lambda et oméga. Enfin, oméga, dans le premier, tu n'estimes pas, vu que c'est aléatoire, mais il faut donner une loi dessus. Lambda, c'est ton paramètre qui va te dire dans quelle mesure tu as souvent des sinistres. Et alpha, c'est le paramètre de distribution. Donc voilà, on est quand même en mesure d'obtenir des θ qui sont des vraies formules explicites de θ. Donc dans les aspects qui sont en train d'être développés en ce moment, c'est surtout les roses. Donc il y a un choix de modèle, je ne vais pas présenter tous les modèles, mais il y en a tout un panel. Il faut s'en donner un, il y a tous les problèmes d'estimation de paramètres, hein, dont je n'ai pas discuté aujourd'hui. La dépendance, j'ai tout pris idée. Tu sais que ce n'est pas le cas, la question de la dépendance, que ce soit entre tes sinistres, c'est-à-dire est-ce que lui peut dépendre de lui, etc. Et tu as également des dépendances entre les T. Okay. Et moi, ce qui va m'intéresser, ce qui nous intéresse en ce moment avec Patrice et Aldo, c'est de regarder ça d'un point de vue multicompartiment. Alors, multicompartiment, c'est quoi? Jusqu'alors, tout ce que j'ai présenté, c'est je regarde l'évolution dans le corps, je ne sais pas où, mais comme si le corps était un compartiment. Et en réalité, on aimerait prendre en compte plusieurs compartiments, par exemple compartiment 1, 2, 3. Compartiment 1, ça rentre par là, ça peut être quelque chose en lien avec le système digestif, par exemple l'estomac ou les intestins. Le compartiment 2, c'est ce qui peut suivre par la suite, par le foie, le sang. Et le compartiment 3, c'est un peu le compartiment final, par exemple le cerveau, les tissus un petit peu, enfin là où ça peut se stocker. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai UI, alors bon, là les notations ont changé, c'est très malin. Donc UI, c'est ce que j'ingère voilà, en contaminant. Et après, donc je rentre au compartiment 1 et je vais avoir des échanges entre les compartiments. θ1e, ça va être ton paramètre d'élimination, parce que heureusement tu as des échanges, mais tu dois aussi éliminer, que ce soit par le foie ou autre. Donc j'ai des échanges entre compartiments, et puis à chaque fois j'ai des éliminations, donc le E2 c'est pour externe, parce que ça sort de mon modèle. D'accord? Donc maintenant on s'intéresse à ce genre de modèle, et on aimerait comprendre dans quelle mesure on peut faire la même chose que dans le cas univarié, mais dans le cas multivarié. Enfin multivarié, c'est-à-dire multicompartiment. Donc ça serait beaucoup plus réaliste et beaucoup plus intéressant. Mais alors il s'avère que maintenant j'ai pu, bon déjà j'ai pu des S, j'ai des X, mais c'est la même chose. X1, X2, X3, c'est quoi? C'est la quantité de contaminants à l'instant T dans chaque compartiment. Okay, je peux le voir d'un point de vue matriciel. Avant, j'avais une équation différentielle à résoudre. Là, maintenant, j'en ai trois. J'ai un système d'équations avec à chaque fois, mais chaque paramètre. Les 1, 3, c'est le taux d'échange entre 1 et 3. Le 2E, c'est les échanges entre le compartiment 2 et l'extérieur. Je peux le représenter sous forme matricielle. Et en fait, ça, je peux le résoudre. Je peux le résoudre. Et puis, moi, ce que je vais surtout... Alors, évidemment, ça dépend de pas mal de choses, la solution n'est pas très présentable. Par contre, ce qui est intéressant à présenter, c'est ce petit dessin. Donc, on n'est pas sur la partie estimation, on est sur la partie, on regarde comment ça marche. Si je regarde en haut, j'ai le compartiment 1. Donc, le compartiment 1, en fait, c'est le modèle KNM standard. De base, si tu regardes un peu, qu'est-ce qui se passe? Si tu vas dans le compartiment 2, alors oui, ici j'ai pris, j'ai pris θ 2,1 c'est égal à θ 3,1 qui est égal à θ 3,2, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contaminant, quand il va dans le contaminant, quand il va dans le compartiment 2, il ne retourne pas au 1. Et quand il va au 3, il ne retourne ni au 1 ni au 2.
il va se stocker au 3. L'idée, c'est un peu voir ce qui peut se passer dans certains organes sensibles comme le cerveau ou autre. Et ce que tu vois, et ce qui est vachement intéressant, c'est que le deuxième, il ressemble un peu à celui que j'ai présenté juste avant. Donc le premier, ça serait le modèle cadmium standard, le deuxième, ça serait un peu celui que j'ai présenté avant, et le troisième, tu vois que ça stocke et ça s'accumule, et que ça a l'air de s'éliminer rapidement. Donc c'est des simulations, c'est-à-dire qu'on n'a pas, par rapport à RLP, les noms, θ, etc., c'est ce qu'on va faire bientôt, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des phénomènes intéressants qui se produisent. Et alors, comment on va faire ça aussi, juste un mot pour conclure, c'est que finalement, tout ce qu'on a fait avant, cette histoire d'approche par les shot noise, tu peux le refaire aussi, tu peux regarder ton processus. Donc, première approche, c'était par le droit dans les yeux, comme un système d'équations différentielles. Et tu peux aussi le réécrire comme un shot noise multidimensionnel, un shot noise multivarié. Et l'idée, c'est là encore d'utiliser. Alors, la théorie des shot noise multivariés, ça n'a pas trop l'air d'être le point fort de cette approche, mais plutôt tout ce qui existe déjà sur la variation linéaire multivariée. Je vous ai présenté dans le cas univarié, il y a le cas multivarié et d'essayer d'obtenir des indicateurs de risque. Dans ce cas-là, pour un cas multivarié. Bon, je vous remercie de votre attention parce que j'ai dépassé un petit peu déjà. Des questions. Moi, à la fin, j'ai l'impression que tu arrives sur des modèles PBPK en pharmacocinétique, de compartiment avec ces équatifs. Qu'est-ce que vous pensez apporter à ces modèles par rapport à ce que vous utilisez? Alors, en fait, il regarde uniquement sur, sur un intervalle de temps, il ne regarde pas en long terme. Parce que tu regardes le processus complet. Ils ont des équatifs, donc ils regardent dans le temps quand même l'évolution de contaminants dans les différents. Il regarde un compartiment, simplement pour la contamination donnée, tu regardes dans les différents compartiments. Ah, donc il n'y a pas quand il y a un apport. Tu regardes un apport et les sons, qu'est-ce qui se passe sur le. Est-ce qu'il peut utiliser dans les cas Oui, en unidimensionnel. Parce que là c'est en multidimensionnel. Tu regardes en multidimensionnel. Plusieurs produits. En fait, regarde ce que tu peux faire. À la fois plusieurs produits, Ouais. plusieurs. Parce que là, tu regardes des dépassements de seuil. Donc là, tu peux regarder des dépassements de seuil d'un point de vue multivarié. C'est-à-dire, donc tout à l'heure, je regardais la probabilité que ST soit plus grand que X. Donc ici, j'ai pris des X gras. Je vais faire un peu bas. Soit plus grand que quelque chose. Donc là, on est justement en train de réfléchir à qu'est-ce qui est pertinent de regarder. Mais je ne connais pas bien ce modèle-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui n'a pas été fait encore, c'est d'avoir une approche multidimensionnelle, c'est-à-dire que tu regardes en même temps quelle est la probabilité que le compartiment 1 dépasse un certain seuil et que le compartiment 2 un autre, etc. etc. C'est une première chose. Je ne connais pas les modèles. Je ne connais pas les modèles dont vous parlez. Je ne suis pas du tout qualifié là-dessus. Mais il faudrait que je regarde, c'est intéressant. Mais en tout cas, ce que je sais, je ne les connais pas, mais je sais que ça ne peut pas couvrir ce cas-là où je regarde simultanément, globalement, pas ce compartiment-là, puis ce compartiment-là, mais ensemble, étudier les dépassements de seuil ensemble. Pareil, hein, les dépendants dont j'ai mis l'indice etc., essayer de regarder dans un cadre multivarié. Ça, c'est. Ouais, mais le seuil, il n'est pas par compartiment en fait. Non, mais j'ai pas besoin que ce soit le même dans chaque compartiment. Je peux regarder quelle est la probabilité que X1 dépasse 3, X2 dépasse 4 et X3 dépasse 5. Alors souvent, ton seuil que tu montres là, il est aussi journalier, donc c'est un seuil qui doit être dépassé sur la journée, non? Alors, ouais, là j'ai montré un seuil, là j'ai montré des PT publics, mais attends, du coup Isabelle, Tu as une dose que tu ne dois pas dépasser dans la journée, non? Par rapport à un temps ou la semaine. Ouais. Donc, c'est pas grave, c'est le. Enfin, tu vas regarder le seuil, ce seuil, il dépend du temps lui aussi. Quoi. Oui. Donc,
Ouais, alors, mais c'est pas parce que. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais. Bon, tu peux oublier tous ces aspects toxicologiques, parce que bon, les seuils, tu peux considérer les seuils comme peut-être pas viables par rapport à la durée toxique, enfin, mais en tout cas, toi, tu aimerais comprendre des extraits de ton processus, c'est-à-dire à combien tu montes, combien de temps tu montes, etc. Et ça, tu voudrais le faire d'un point de vue multidimensionnel, pour voir les échanges, les... Pardon? Multicompartiment. Ouais, en maths on dit non, enfin oui, multicompartiment. Multicompartiment. Ensemble. Alors, moi, ce que j'ai retenu de ce que j'ai pu comprendre de la pharmacologie, parce que j'en ai pas fait, malgré le titre de toxicologue qui m'a donné, c'est qu'il ne fallait pas trop multiplier les compartiments. C'est-à-dire que, parce qu'après, de toute façon, ça devient linéaire. Si on en met trop, donc 3, ça me paraît un maximum de maximum. Après, c'est plus multiplie. Bon. Puis d'un autre côté, juste une petite remarque, quand tu disais qu'il ne faut pas se boire de poisson, ça dépend quel poisson. Oui, c'est vrai. C'est le saumon fumé, par exemple. Pas le mégalodon. À Noël, le saumon fumé à Noël, c'est plus dangereux. Oui. Voilà. Je suis d'accord. L'idée du 3 compartiments, c'est quoi? C'est j'en ai un, c'est le premier qui fait. Enfin, c'est. Voilà, par exemple, l'estomac, intestin. Et le dernier, c'est parce que. Je ne suis pas toxicologue, mais on veut regarder là où ça se stocke. Donc, typiquement, sur la TE, pour voir, essayer de voir par la simulation dans quelle mesure on élimine quand même ou pas entre les échanges et l'élimination. Moi, je pense que le deux compartiments, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est celui où ça se stocke, donc, par exemple, la graisse ou les os pour le cadmium, parce qu'il y a le cadmium. Et puis après, un compartiment qui est digestif, ou l'élimination générale. Ouais. Parce qu'il y a une grosse partie qui est éliminée. Ouais, bien sûr. Il y a toute petite partie qui est conservée. Là, c'est vrai qu'on n'a pas, dans cette simulation-là, là, l'interprétation qu'il faut donner de ces trois graphiques, c'est des structures. En fait, on n'a pas mis les bonnes valeurs de paramètres, etc. Mais en fait, là, je vais faire varier les paramètres comme tu veux. Je vous mets les deux dessins côte à côte, vous ne verrez pas vraiment la différence. Oui, allez-y. Je sais pas si, d'après dans le schéma mathématique, c'est intéressant de regarder plusieurs compartiments. D'un point de vue évaluation de risque, je ne sais pas si c'est. Parce que pour moi, la DTR, elle est en général dans l'urine ou dans le sang. Enfin, il n'y a pas de DTR par compartiment, donc je ne sais pas si c'est. Alors, tu as des travaux, ils regardent, par exemple, sur le méthylmercure, ils ont regardé, ils ont des seuls compartiments par compartiment. Ils ont 4 compartiments sur le méthylmercure, et en particulier, fait, les métaux lourds, c'est le cerveau qui les intéresse. Ils regardent. Mais effectivement, ça s'appelle, peut-être que c'est aussi. Après, ça dépend des compagnies. Pour la partie où tu disais, oui, le processus, il n'est pas un saut comme ça, etc. En fait, les modèles d'Elika aujourd'hui permettent de mieux modéliser ce processus. Parce qu'avant, il y avait des modèles à un compartiment A, et maintenant, il y a des modèles à plusieurs compartiments sur les modèles d'Elika, effectivement. Et peut-être qu'il faudrait aller. Je n'ai pas compris. Déjà, pour justement le mettre dans ton modèle. Ils ont des fonctions d'équation, de croissance très compliquées. C'est ça, peut guider plusieurs équations, et justement, ils donnent du flou de l'équation par compartiment. Et le marqueur que tu utilises aussi. Et après, le problème, c'est l'estimation. Le marqueur, on peut être les mêmes en fonction du compartiment. Si tu t'intéresses au cerveau, ça va plus mesurer par le sang. Donc ce sont d'autres types de mesures qui permettront de savoir si le mercure, par exemple, c'est stocké dans le tissu adipeux ou dans. Ouais, alors moi j'arrive après. C'est-à-dire que je ne connais pas toutes ces. C'est pas vraiment. Si vous oubliez la toxicologie, mais là tu es bien obligé de l'oublier. Oui, mais. Non, mais je comprends bien. Mais l'étude arrive après, c'est-à-dire que les deux marqueurs, je ne connais pas ce mot, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Donc, nous, on arrive avec à la fin, il y a des doses, il y a des. Et c'est pour ça que je ne dis même pas c'est quoi les trois compartiments. De toute façon, pour le moment, l'idée c'est d'essayer de réfléchir à. Et ça, après, il faut trouver des exemples d'application. Et j'ai une question, est-ce que c'est intéressant de. Je vais dire plus autre que le X soit en multidimension, enfin, la substance, plusieurs substances, regardez le processus, plusieurs substances pour aller vers les mêmes. Est-ce que ça poserait des questions spécifiques, etc. Que ce soit en multidimension? C'est à la fois multi-contenu. Ouais, j'ai bien compris. Multi-compartiment, compartiment multidimension. Le fait que ça ne dépasse pas en même temps la vôtre. En fait, là, je ne vois pas la modélisation comme ça dans ma tête, donc je ne peux pas avoir la transcription, je n'arrive pas à immédiatement essayer de modéliser par rapport à ce que nous on fait. Ça serait simplement, si tu veux, de mettre des accords, des outils variés, et donc du coup, il faut regarder. Le métier mercurique. Et il y a une variation régulière, mais aussi sur les. Voilà. Du coup, les temps, ouais. Par contre, les temps, ça pourrait être les mêmes. Ou pas. Mais on voit, c'est ça le. Ouais. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Par contre, je peux dire que c'est un jour, si tu fais corréler. Peut-être on va arrêter. On va lui demander une leçon. Mais surtout, fait des critiques. Ouais, c'est.